Bon, ben bonjour. Donc, vous voyez le titre de mon exposé d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pour ambition aujourd'hui de vous présenter une recherche nouvelle. Mon but, c'était en fait de proposer à la fois un panorama et un bilan intermédiaire de ce secteur de recherche que j'ai appelé échange en ligne. Alors, je vous expliquerai pourquoi après j'ai choisi échange en ligne alors qu'il y a plein d'autres dénominations possibles. Et ce domaine donc qui recouvre tout en le débordant ce qu'on appelle en anglais la CMC ou en français donc CMO, qui tient une place importante dans le domaine du call, voire certains disent que maintenant la CMO a même pris une place prédominante dans le call. Bon, peu importe, c'est... Voilà. Alors, je vais quand même, malgré la présentation qui a précédé de ce que je fais, mais je vais quand même me présenter, dire de quel point de vue, plutôt que de me présenter, dire de quel point de vue je parle. En fait, je suis chercheur en ALAO depuis très longtemps. Au départ, j'avais fait des didacticiels qui se basaient d'ailleurs sur du traitement automatique, sur de la génération automatique de texte. Ensuite, j'ai travaillé sur des CD-ROM multimédia, aussi bien d'apprentissage du français que des CD-ROM grand public, qu'à l'époque on espérait pouvoir exploiter en classe, et en fait ça n'a pas bien marché, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'aborder maintenant. Et puis depuis 2002, en fait, je suis tombé dans le bain des échanges en ligne, alors que j'étais responsable du département de français langue étrangère et que nous lancions une maîtrise entièrement à distance suivie par Internet. Donc j'étais un des premiers à faire, en 99-2000, à faire un suivi par Internet d'un cours de maîtrise. Et je dois dire que c'est cette expérience-là qui m'a peut-être le plus marqué, le plus passionné. Et donc, depuis 2002, mes recherches sont quasiment exclusivement dans le domaine de la communication médiatisée par ordinateur. Voilà, donc j'ai déjà expliqué hier à la table ronde donc, que je formais des enseignants dans différents diplômes que j'ai évoqués hier. Et en fait, en préparant cette conférence, je me disais, mais finalement, est-ce qu'il y a un point commun entre ce que je faisais au début et ce que je fais maintenant? Parce qu'au début, c'est quand même pas du tout pareil de faire des didacticiels. Et en fait, j'ai trouvé le point commun. C'est... alors, ça serait la question, que font les outils aux interactions? Et alors, aux interactions verbales, là, je ne suis pas entièrement d'accord avec la définition d'interaction qui a été donnée hier. Moi, je ne parle pas d'interaction. Je sais qu'il y a un domaine de recherche qui s'appelle les interactions homme-machine, mais j'ai tendance à dire que je préférais qu'on utilise un autre terme que interaction dans ce cas-là quand c'est avec une machine. C'est tellement différent d'avoir une interactivité, je préfère ce mot, avec une machine que d'avoir une interaction avec un être humain que j'ai du mal à utiliser le même terme pour les deux. Donc, que font les outils aux interactions verbales? Eh bien, déjà, avec mes didacticiels, j'écrivais dans la notice d'utilisation que c'était bien de les utiliser en mettant les enfants à 2 ou 3 devant un ordinateur et en les faisant interagir. Donc le logiciel faisait que les apprenants interagissaient. Et puis, ensuite, avec les CD-ROM, par exemple, grand public, c'était aussi... Dans les CD-ROM de français, langue étrangère, il y avait des simulations d'interaction. J'ai appelé ça comme ça. Et puis, voilà, maintenant, on communique directement en ligne avec plein d'outils différents et des outils qui ont des effets tout à fait différents sur les interactions. Donc, voilà. Alors, je vous laisse lire mon plan. Je vais essayer comme je savais qu'il y a une communauté call au Canada, qu'il y en a une aussi en Europe, j'ai essayé de parler un peu plus de choses qui se faisaient en Europe en me disant que ça serait plus intéressant pour vous. Voilà. Alors, je commence par le cadrage. Donc, les dénominations de l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, donc restons sur CMO pour le moment, sont très nombreuses. Et je vais un peu les passer en revue d'un point de vue historique. Ça me permettra de faire aussi un historique de domaine. Donc, on a eu, en 1995, je crois que c'est le premier livre sur la question de Mark Warshauer, et je crois qu'on peut le considérer vraiment comme un pionnier. Lui utilisait le terme de Virtual Connections, qui, ma foi, aurait pu prendre et aurait pu être utilisé pour ça aussi. On parle aujourd'hui parfois, quand on parle de télécollaboration, on parle parfois aussi de mobilité virtuelle. C'est-à-dire que les étudiants, au lieu de partir en Erasmus physiquement, ils peuvent aussi
communiquer par Internet. Voilà, mais en fait, le terme virtuel présente des problèmes que je n'ai pas le temps d'approfondir ici. Je signale quand même, du côté français, Francis de Bizère, qui était un grand pionnier de la télématique, ce qu'on appelait à l'époque la télématique. Il a organisé plusieurs écritures collectives de fiction par Minitel, auxquelles participaient des pays du monde entier. C'était assez extraordinaire. Alors, ensuite, un terme qui a bien pris pendant un certain temps, c'était NBLT. Donc, vous voyez là ce bouquin de 2000 qui a bien marqué. Je vous laisse lire la définition. Hein, je vais pas... Donc, le terme de NBLT a été retenu donc, par Warshauer et Kern. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté sur NBLT? Bon, il y a peut-être deux critiques. Il y a peut-être un peu trop une mise en avant de la machine, avec network-based, c'est peut-être donner un petit peu trop à la machine. Et puis, il y a teaching. Alors qu'en fait, il peut y avoir, dans le e-tandem, par exemple, il n'y a pas de teaching. Il y a du learning, sans doute, ou en tout cas du practicing, de la pratique de la langue, mais pas forcément du teaching. Voilà. Et oui, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à l'époque, il y avait encore un mélange. Il commençait à y avoir des liaisons par Internet, mais il y avait aussi beaucoup ce livre-là, par exemple, qui était disponible en ligne à une époque, je l'ai encore sur mon disque dur, je l'avais téléchargé, ne relate que des expériences d'utilisation de la CMO en classe, avec une même classe, dans une même salle, en intranet. Mais c'était quand même tout à fait intéressant. Allez, c'était en mode synchrone, et c'était très souvent avec un logiciel américain qui s'appelait Daedalus Integrated Writing Environment. Bon, je ne m'arrête pas trop là-dessus. Donc là, je vous laisse... Oui, c'était dans le livre, dans ce livre-là, donc, pour l'anecdote, Warshauer et Kern avaient écrit le premier chapitre, Carole Chapelle, ici présente, avait écrit le dernier. Et je vais les citer rapidement. Donc, à l'époque, la question, c'était est-ce que NBLT, ça appartient au call ou est-ce que ça n'y appartient pas? Je vous laisse lire les réponses. Donc, Carole avait fait tout un panorama des recherches en call et avait essayé de voir, dans le dernier chapitre de ce livre, donc, avait essayé de voir en quoi ce qui se passait dans le NBLT pouvait se lier au call ou non. Alors ensuite, un autre jalon très important a été ce numéro de Language Learning and Technology en 2003, dirigé par Julie Beltz. Et là, à partir de là, on a une centration sur la dimension culturelle, qui n'était pas forcément le cas. Il y avait bien sûr dans le bouquin de Kern et Warshauer, il y avait un article de Furstenberg sur Cultura, mais le livre lui-même n'était pas centré sur le culturel. Là, on est carrément centré sur le culturel. Alors, la définition de télécollaboration qui a été donnée à cette époque-là est la suivante. On remarque qu'elle est plus précise que celle de NBLT en termes d'objectifs pédagogiques, de dispositifs. On voit là qu'il s'agit de faire pratiquer la langue dans une perspective de développement de la compétence interculturelle. Les échanges sont forcément à distance. Télécollaboration, ça ne comprend plus du tout la classe qui interagit dans un labo informatique. Et ils sont à la fois intégrés à un curriculum, très important, ça ce terme d'intégration, j'y reviendrai, et encadrés par un expert, lingua cultural expert. Voilà, donc des échanges par clavardage dans une classe ne font plus partie de la télécollaboration dans cette définition-là. La seule critique que je ferai au terme de télécollaboration, que j'utilise par ailleurs assez souvent, c'est le mot collaboration. Parce que le mot collaboration, et j'y reviendrai par la suite, a tendance à être utilisé pour tout type d'échange, alors que je pense qu'il a intérêt à être spécialisé pour un certain type d'échange. Mais sinon, c'est un terme qui continue à être utilisé. Alors, un terme un peu plus barbare, qui n'a été utilisé que par les auteurs de ce livre, c'est ikfle. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas très facile à prononcer, mais ce livre est tout à fait passionnant et relate beaucoup d'expériences, elles aussi toutes avec des objectifs d'interculturel, de développement de la compétence interculturelle. Alors voilà comment Thorne, qui est des personnes très connues du domaine, justifie
l'acronyme ou le sigle ICFLE. Donc, il voulait qu'il y ait de la dimension culturelle, ce qui est tout à fait... C'est vrai, dans Telecollaboration, on ne dit pas qu'il y a une dimension culturelle. Et puis, il y avait l'idée d'éducation. Je pense que là, il y a aussi une prise de distance par rapport à la Second Language Acquisition Research. Voilà, je ne m'approfondirai pas là-dessus parce que ça serait trop long. Alors ensuite, en Europe, cette fois-ci, est paru ce livre de Robert O'Dowd. Robert O'Dowd est devenu une des personnes, un des leaders, disons, de la télécollaboration en Europe. Il dirige d'ailleurs actuellement, il coordonne actuellement un projet européen dans lequel mon université est partenaire. Je vous donnerai le nom. Le nom de ce projet, c'est Intent, mais je vous déclinerai le sigle un peu plus loin sur une autre diapo. Alors, les échanges interculturels en ligne dans ce livre sont définis à peu près de la même manière que Belz le faisait pour Telecollaboration. Il n'y a rien de bien nouveau. Ce livre met en avant 3 modèles. Je reviendrai à ces modèles de télécollaboration. Ce livre met en avant 3 modèles de télécollaboration et puis un certain nombre de problématiques, et notamment un chapitre de Melinda Dooley sur les outils, un chapitre que j'ai trouvé personnellement très intéressant dans ce livre, donc sur justement quels outils choisir pour faire communiquer les étudiants en ligne. Et c'est une des questions centrales qu'on est amené à se poser. Alors le seul défaut que je trouve à ce Online Intercultural Exchange, dans le projet Intent, on utilisait ce terme en le siglant OIE. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il y a quand même parfois des échanges en ligne qui n'ont pas de charge culturelle, où l'interculturel n'est pas forcément Là, c'est par exemple un article que j'ai écrit avec une de mes thésardes, Katerina Zuru, sur des échanges entre mes étudiants de Grenoble et des étudiants espagnols, où d'abord les étudiants espagnols avaient un niveau linguistique faux débutant, donc il n'y avait pas moyen de beaucoup parler de choses culturelles ni rien. Et surtout, en plus culturellement, c'était pas très différent. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est surtout donc l'aspect langagier qui était important. Comment mes étudiants allaient-ils s'y prendre pour corriger les étudiants espagnols, notamment au plan phonétique, parce qu'il y avait quand même de gros problèmes. Donc, il existe des échanges de télécollaboratifs qui ne sont pas à visée culturelle, il faut le dire, interculturels. Oui, juste pour la petite histoire, donc il y a eu un numéro l'année dernière, il y a eu encore une autre dénomination, Multilateral Online Exchanges, qui là utilise le terme que j'ai pris pour le titre de ma conférence, donc les échanges en ligne. Alors ensuite, il y a toute une série de dénominations qui sont utilisées, qui pointent un peu plus la parenté. Alors la CMO, oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la communication médiatisée par ordinateur, CMC, est un domaine de recherche en soi, qui appartient, où il y a des sociologues, des gens de l'information, des sciences de l'information et de la communication, des linguistes bien sûr. Je pense à Crystal par exemple, qui a écrit un bouquin The Language of the Internet. En France, il y a Jacques Canis, qui était mon directeur de thèse, qui avait écrit un livre déjà en 1998 sur toutes ces histoires-là. Donc, il y a un domaine de recherche qui n'a pas du tout de préoccupation éducative. Alors, on voit que, par exemple, Richard Kern, dans un numéro spécial du Français dans le monde, Recherche et Application, dont je vous montrerai la couverture un peu plus tard, il parle de CMC. Tout au long de son article, il parle de CMO pour parler des échanges en ligne. Dans le même numéro, avec une collègue de Grenoble, on a parlé, nous, de communication pédagogique médiatisée par ordinateur. On a rajouté un P au milieu pour dire que c'était un secteur particulier du CMO, mais en faisant ça, on voulait se rattacher à la communication médiatisée par ordinateur, ce qui nous paraissait intéressant parce que dans la CMO, il y a un aspect à la fois linguistique et une grande prise en compte des outils de communication, ce qui nous intéressait beaucoup. Donc, notamment, on a parlé hier d'affordance. Justement, moi je ne dirais pas les affordances des outils, moi je dirais plutôt que les gens et les outils créent des affordances, c'est-à-dire des manières de fonctionner ensemble. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors, il y a aussi un livre important de Marie-Noëlle Lamy et de Regina Hampel de l'Open University, où elles ont proposé CMCL.
hein, CMCl. Donc la CMO pour